mon exposé partira de l'hypothèse selon laquelle, la littérature est une caisse de résonance. En contexte colonial et postcolonial, elle est aussi un lieu de production de narration et de discours sur le sol, parfois violents. Donc, dans toutes les histoires des colonisations, si on observe les littératures qui ont été produites, on peut globalement isoler des questions assez brutales sur à qui appartient la terre, qui la travaille, sous quel commandement, et qui en profite, ou dans d'autres termes, qui a pris la terre, etc. Et dans un lieu de production minière comme la Calédonie, ces interrogations gagnent bien sûr en intensité. Les formulations sont beaucoup plus brutales. Puisque la mine en Calédonie est un lieu qui sollicite, qui concentre plusieurs mémoires. La mine a exclu et inclut plusieurs composantes historiques de la Nouvelle-Calédonie, les bagnards, les libérés, les engagés asiatiques, les Kanaks, qui ont fabriqué des mémoires différentes, parfois conflictuelles, de la mine. Ici, je vous ai mis des photos qui illustrent bien ces mémoires un peu conflictuelles, un peu duales. Vous avez les pétroglyphes à Kwawa, qui cohabitent avec les vestiges d'installations minières. Donc on partira, vu que c'est le centenaire de sa naissance, on partira de cette citation de Roland Barthes. Bon, je n'en ai retenu que deux principes. L'idée que la littérature, que les auteurs disposent des interrogations indirectes, et l'idée que les questions demeurent et sont sans cesse reformulées. Donc on partira du principe que la littérature est un lieu de dialogue très particulier avec ses dynamiques propres. Donc si on prend on voit aussi que la littérature n'obéit pas aux mêmes temporalités. Si on tente d'isoler les grands questionnements qui ont été faits autour de la mine dans la littérature calédonienne, j'ai essayé d'isoler des séquences d'interrogation. Si on parcourt les archives de 1860, c'est-à-dire à partir du texte de Garnier, Voyage à la Nouvelle-Calédonie, jusqu'à ceux de Baudux, donc 1900 à peu près, on peut isoler une grande question qui revient, c'est que faire de cette colonie pénale, puisqu'on voit que les archives témoignent toutes d'une insistance sur l'exploitation minière pour faire oublier l'image du bagne. Il y avait notamment le théoricien de la colonisation, le roi Beaulieu, qui parlait de la assez mauvaise réputation de la Nouvelle-Calédonie, à l'époque où elle était une colonie pénale. Et il y a le discours sur la mine est souvent accompagné de la rhétorique toute coloniale du progrès de la civilisation. 1900 à 1960, il y a dans un type de questionnement qui est un peu paradoxal, dans lequel on peut inclure, je dirais, le Baudux tardif, le Georges Baudux tardif et Mariotti, qui se posent la question, le nickel est une vraie réussite? C'est un discours paradoxal puisqu'il cohabite avec une critique de la colonisation qu'on a notamment on la verra plus tard dans une nouvelle de Baudux, Sauvage et civilisé, et ensuite dans le dernier roman de Mariotti, Daphné, où Mariotti met en scène un mineur qu'il représente comme un fou, armé d'un fusil, occupé à garder sa concession minière et prêt à tuer tous ceux qui s'approchent de sa mine. Donc il y a dans cette mise en scène du mineur une critique déjà de la colonisation. Mais en même temps, ce discours cohabite avec l'exaltation patriotique d'après-guerre et un discours sur le progrès technique. La mine permet d'extraire ce métal, etc. Donc je vous ai mis, là c'est plutôt des images, j'avoue que le PowerPoint n'a pas été refait, ce sont plutôt des images qui correspondent au boom du nickel, on verra plus tard. Donc,
1960-1970, justement, c'est l'euphorie du boom. C'est pour ça que je vous avais mis l'album de Stan et Yanita, où cette espèce d'euphorie, d'insouciance du boom des années 60-70 cohabite avec l'émergence d'un discours critique kanak, celui des foulards rouges. Et la grande question, c'est qui fait le nickel alors? Selon qui pose cette question, qui fait le nickel, c'est dans la perspective de Stan et Yanita, si on se souvient de la chanson des rouleurs, c'est sous l'angle de l'héroïsme, de l'insouciance, roule, roule, la paye sera bonne. Ou qui fait le nickel, c'est dans la perspective des foulards rouges, c'est un discours marxiste sur l'exploitation, sur le viol du sol, le pillage, etc. Fin 70, avec l'apparition, et qui c'est un questionnement dans lequel la littérature kanak, en tout cas, est encore un questionnement par lequel la littérature kanak est encore travaillée. Vous avez les voix de Tjibaou, Gorodé et Pierre Gop qui posent la question, si on recoupe les discours, posent la question de comment entrer tous ensemble dans la mine, comment participer à l'exploitation du sol. Et effectivement, on voit que le nationalisme kanak renouvelle l'appréhension de la question minière en l'inscrivant dans un projet politique nationaliste. Et il y a la reformulation de Tjibaou en 1978, une reformulation fondatrice dans laquelle Tjibaou inscrit la mine comme patrimoine. Donc je vais la lire, patrimoine minier, patrimoine culturel, patrimoine, toute la richesse du pays, la richesse de la mer, de la terre, de l'air, de l'environnement, la richesse culturelle, tout ça, c'est notre patrimoine. La mine sur laquelle vous allez, c'est l'avenir de vos enfants, il doit être réemployé. Ce discours est radicalement nouveau, puisqu'on va voir qu'il va cohabiter avec un autre type de discours. Donc je vous avais cité la nouvelle de Georges Baudoux. Dans cette nouvelle, en 1898, Georges Baudoux imagine un groupe de mineurs en plein prospect. Ils sont accompagnés d'un kanak, donc le titre est assez provocateur, sauvage et civilisé, d'un kanak qui leur sert de guide, un kanak qui s'appelle Apollinaire, et qui se moque gentiment de ces mineurs. Et il y a donc le narrateur qui est un prospecteur qui observe les paysages et commence par être travaillé par un sentiment de culpabilité à l'idée que ces belles montagnes vont être ravagées par les pelles et les pioches, et pose la question, là on est dans la perspective coloniale, que faire de ce nouveau territoire? Faut-il en faire un lieu d'agriculture ou un lieu d'extraction minière? Et il imagine, Baudoux, en poète, imagine le dialogue entre deux montagnes, les montagnes qui seront les montagnes de l'agriculture et celles de la mine. Donc la perspective, elle est, ce qui est assez ironique pour Baudoux, qui a fait fortune dans la mine. L'image que Baudoux nous laisse, c'est « Vos montagnes déchiquetées, arides comme des paysages lunaires, seront l'image de la désolation et de la mort. » C'est ce dialogue qu'il installe entre les deux montagnes. Et en 1985, pendant la séquence dite des événements, Derouet Gorodé publie le premier recueil de poésie kanak, Sous les cendres des conques, et là, la mine, dans un discours de type marxiste, anticapitaliste, la mine est présentée comme une prédatrice de la terre kanak. Dans ce fameux poème, Madame multinationale, Kanaki, quelque part en toi brille le nickel qu'ils voudraient tous laper de leur museau de toutou multinational. Toutou des multinationales. Alors, dans ce recueil, il y a une section effectivement entièrement consacrée à la mine. Il m'a été très difficile de sélectionner un poème, mais celui-ci est le plus violent, le plus dénonciateur. Donc on voit que le mot d'ordre de Tjibaou va se cristalliser peu à peu. Mais d'abord, il y a d'abord cette critique de Derouet Gorodé. Et enfin, en 2001, dans le dernier crépuscule, donc 3 ans après la signature de l'accord de Nouméa,
il y a Pierre Gop qui, dans cette pièce, met en scène une tribu kanak qui est en train de négocier avec une compagnie minière. Donc il y a une allusion au Konirbo, il y a aussi une allusion à travers la figure du jeune diplômé, du jeune cadre kanak, une allusion à Raphaël Pidgeot. Et il y a un dialogue qui s'installe entre plusieurs composantes de la tribu. Il y a les anciens, les plus jeunes touchés par le chômage, et au milieu, ce jeune cadre kanak qui, dans la pièce, va mourir. Donc, il y a d'abord cette première tirade des anciens qui, à l'annonce des premières négociations, se pose cette question. Paraît-il que notre village sera renversé, que nous allons vivre à l'envers? C'est la première question que fait naître la compagnie minière. Deuxième constat, il y a aujourd'hui, c'est par la bouche d'un enfant du pays que l'État parle pour nous demander de partir et d'abandonner nos terres et nos dieux. Et quand ce jeune cadre disparaît, il y a comme un climat de malédiction qui s'installe dans la tribu. Et le constat est celui-ci, la technologie, c'est celle qui a tué notre frère, c'est celle qui ronge nos montagnes comme des bancoules dans les bancouliers. Donc, d'ailleurs, dans la dernière pièce de Pierre Gop qui a été jouée, Le lieu et l'endroit, ce questionnement est encore présent. Comment, en gros, moi je l'ai posé brutalement, comment rester kanak et continuer à creuser la terre, comment demeurer kanak et observer les montagnes écorchées dans les paysages. C'est un questionnement qui est lancinant dans l'œuvre de Pierre Gop. C'est ici pour l'essentiel. Merci beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de lire.